C'est le moment revient sur ces séquences de séries qui nous ont marqués. Une mort brutale, des adieux déchirants ou un simple dialogue. Des séquences dont on se rappellera toujours. On pourrait les raconter encore et encore avec la même émotion. Vous vous souvenez? C'est le moment où... If the apocalypse comes, beat me. I am the danger. You have to go back, Kate. Winter is coming. Everybody lies. Come at the king, you best not miss. Quelle est la meilleure série de tous les temps? Ah, cette question. Tous les 6 mois, on tente d'y répondre. Régulièrement, un média balance son classement définitif, jusqu'au prochain, et les réactions sont souvent les mêmes. Quoi? Bidule est devant machin? Et truc n'est qu'à la 10e place? Mais c'est une honte! Eh oui, un classement, c'est le plus souvent l'occasion de ne pas être d'accord et de s'offusquer pour un oui ou pour un non. Un peu comme les récompenses, Oscar, César, Emmys, c'est toujours la même rengaine. Car si on aime autant les classements, c'est le plus souvent pour mieux exprimer son mécontentement. Et au passage, réaffirmer nos choix ou nos goûts. Un classement ou une place sur le podium, c'est une expression à un instant T. Ça peut changer dans le temps. Par exemple, pour moi, la meilleure série de tous les temps se joue entre Le Prisonnier et Buffy. Selon mon humeur, je vais citer l'une ou l'autre. En vrai, ce sont les deux, parce qu'elles reflètent ce que j'aime dans les séries. Le Prisonnier, c'est le côté high concept qui vous retourne le cerveau, surtout dans son dernier épisode, avec en prime une rythmique procédurale où la série aurait aussi pu s'appeler Les tentatives d'évasion du petit numéro 6. Buffy, c'est l'expression même d'une série qui nous accompagne au fil des ans et des saisons. Une série qui occupe une part significative de notre existence et pour peu d'avoir été la cible au moment de sa diffusion, qui exprime le passage de l'adolescence au monde adulte avec intelligence et émotion. Cette notion d'accompagnement a été l'objet de l'épisode 7 du podcast consacré à How I Met Your Mother et elle est indissociable de l'art sériel. La suite de mon classement peut varier. Selon mon état d'esprit du moment, je pourrais citer CSI, House, MacGyver ou Chapeau melon et bottes de cuir. Vous aurez noté si vous écoutez régulièrement le podcast qu'on en a déjà évoqué pas mal. Cela vous donne une bonne idée de mes séries favorites. Oui, même CSI Miami. Non, pas Caraïbes Offshore, faut pas déconner quand même. Parmi les prétendants au poste suprême de meilleure série de tous les temps, on retrouve souvent Les Sopranos, Twin Peaks ou The Wire. On sent l'étiquette série d'auteur. David Chase, David Lynch, parce qu'on oublie trop souvent de citer Mark Frost, ou David Simon. De là à dire que pour créer une grande série, il faut s'appeler David, remarquez, Boston Legal de David Eckeley fait partie de mes séries préférées, donc... Si les Sopranos ou Twin Peaks ont pu créer à leur diffusion une sorte d'engouement, The Wire, c'est une audience très confidentielle. Mais avec le temps, on peut se demander si The Wire ne serait pas la série préférée des gens qui ne l'ont pas regardée. Ou la série préférée des gens qui ne regardent pas de série parce que ça fait bon genre de la mentionner. Oui, c'est un peu mesquin et médisant, mais que voulez-vous? Je suis comme tout le monde, quand on ne cite pas mes séries fétiches dans les classements, je deviens de mauvaise foi. Parce que je n'ai rien contre The Wire, la preuve, c'est elle que l'on célèbre dans cet épisode. C'est le moment où un mot en vaut 1000. Fuck. If you walk through the garden, you better watch your back. Will I beg your pardon? Saison 1, épisode 4. Alors qu'ils passent en revue des anciennes enquêtes pour tenter de les lier à Barksdale, les détectives Bunk et McNulty se rendent sur une récente scène de crime, le dealer se trouvant sur la liste des suspects potentiels. Ils entrent dans un appartement vide, et la magie de la scène commence. On ne s'en rend pas tout de suite compte, les détectives n'échangent aucun mot, se contentent d'exprimer leurs réflexions par une succession de fuck. C'est un peu drôle au début, on s'amuse des fuck qui s'enchaînent, mais là où ça devient fort et grand, c'est que ça raconte vraiment quelque chose.
on n'est pas dans une séquence récréative dans une série où on ne rigole pas des masses. Les deux enquêteurs font leur travail et on peut voir à quel point ils sont bons. En quelques minutes, avec l'aide des photos de la scène de crime, ils sont capables de reproduire l'événement et constater que les précédents policiers ont copieusement bâclé le travail. La trajectoire de la balle ne correspond pas aux conclusions à moins que le tueur fasse 3 mètres, et si on n'a pas retrouvé de balle, ce n'est pas parce qu'elle a traversé la fenêtre, le verre brisé se trouve à l'intérieur de l'appartement. Et ainsi de suite, on déduit, grâce à Bunk et McNulty, que le tireur devait se trouver dehors et que la balle a fini dans la porte du frigo. Et tout ça, on le comprend sans mots, enfin si, un mot, fuck. La grandeur de la scène repose sur sa mise en scène et un découpage d'une précision incroyable, ainsi que des acteurs qui viennent indiquer leur découverte avec des fuck comme ponctuation. On comprend tout, on ressent même cette sorte d'excitation, d'emballement à mesure que les indices en révèlent d'autres. Cette adrénaline qui s'active quand on sait qu'on tient quelque chose, nous aussi finalement on se retrouve à murmurer fuck. L'idée d'une telle séquence ne sort pas complètement de l'imagination de David Simon. Le showrunner et journaliste a accompagné la police de Baltimore durant 1 année. Il en a tiré un livre d'ailleurs, puis une série, Homicide. Il suit des enquêteurs sur une scène de crime et s'aperçoit que les flics passent leur temps à jurer. Jusqu'à ce que l'un d'eux finit par avouer qu'un jour, ils ne communiqueront que par des fuck. Une information qui est restée bien ancrée dans la mémoire du showrunner. On n'a pas besoin de cette information pour apprécier la scène et relever son génie. Mais alors qu'on aurait pu l'accuser d'une légère artificialité dans un ensemble plutôt naturaliste, ou encore d'être un gimmick récréatif, bah ouais super, une scène où on dit que fuck, trop drôle. Finalement, elle s'inscrit parfaitement dans la démarche de David Simon. Montrer la police au travail. Il y a le côté besogneux, loin d'être sexy, la rudesse, mais aussi l'intelligence, l'esprit logique, et enfin l'aspect politique. Les précédents flics ont sabordé l'enquête par négligence. Le showrunner s'est toujours montré critique dans les institutions américaines, capable de pointer du doigt les dysfonctionnements, qu'ils soient collectifs ou individuels. Et on retrouve finalement tout ça dans la fuck scene. Les séries sont souvent réduites à un art du dialogue. C'était relativement vrai à ses débuts, ça s'est beaucoup nuancé au fil des ans. Bien qu'on entende des lignes de dialogue, ça reste une scène essentiellement visuelle. Toutes les informations passent par les images, des cadrages au montage. Quand on mentionne les séquences qui ont marqué visuellement, on ne pense pas immédiatement à celles-ci. On va davantage sortir des plans séquences, c'est plus spectaculaire et l'impact est plus intense et immédiat. Pourtant, la réalisation de Clement Virgo mérite tous les superlatifs, car c'est loin d'être évident à mettre en scène. Faire passer des informations claires avec un vrai sens visuel du storytelling sans l'apport de dialogue, tout en maintenant de la nervosité et une sorte d'urgence rugueuse, ça n'est pas à la portée de tout le monde. Heureusement, quand on mentionne The Wire dans ces moments marquants, celui-ci figure en bonne position et c'est mérité. Il y en a d'autres bien sûr que l'on ne dévoilera pas pour les raisons que vous imaginez, mais je vais en mentionner un autre beaucoup plus confidentiel mais qui m'a tout autant marqué. Oui, je vais sacrifier un épisode. Dans cette séquence, on voit le jeune Barksdale essayer des fringues devant son miroir, totalement anodin et pourtant on ressent comme un décalage. Parce que le jeune homme est un dealer, et on le voit comme un type qui se prépare pour un entretien d'embauche ou un date, mais dans un autre style. Le genre de scène que l'on retrouve dans une comédie romantique ou un teen movie. Ça colle parfaitement avec la représentation que fait David Simon du gang dont fait partie Barksdale et de son fonctionnement très pragmatique. La séquence n'est pas grand-chose, mais révèle beaucoup, et c'est aussi ce qu'on aime mentionner et célébrer dans ce podcast. Comme la fuck scene de Bunk et McNulty, un moment au départ un peu insignifiant et drôle, qui s'avère être une leçon magistrale de mise en scène et un bijou d'écriture. C'est le moment où... fuck.